dans toujours aujourd'hui, nous sommes en 2022, dans une manipulation acharnée contre le régime d'Alassane Ouattara, vous verrez encore ces mêmes gens dans une haine sans limite. Ils vont manipuler, ils vont tout faire. Mais ayant échoué radicalement à s'imposer à Alassane Dramane Ouattara, ces personnes vont se servir de pulchérie Edith Ballet, que j'aime appeler pulchérie galeuse, pour essayer de faire mal à la République. Et ça, ils ne vont pas se priver. Et donc, on va écouter la vidéo ici ensemble. Et au fur et à mesure que nous partirions, je vais bloquer la vidéo et vous expliquer certains détails que certains connaissent déjà ou que presque tout le monde connaît, mais qui est très important parce qu'il faut éclairer les uns et les autres. Et donc, hier, les avocats d'Edith Pulchérie Ballet vont se réunir, hier 31 août 2021, et pensant que nous sommes dans un monde d'idiots, ils nous disent que Pulchérie Ballet a été arrêté et que personne ne connaît les raisons et que vraiment c'est le monde à l'envers et que vraiment nous ne sommes même pas dans ce monde-là. Et on va écouter les raisons qu'ils donnent et on va essayer d'expliquer cela un peu. L'exécutif ivoirien toujours penché sur la situation des 49 soldats détenus à Bamako. Un conseil national de sécurité s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Et les discussions ont évidemment porté sur ces militaires incarcérés depuis près d'un mois. L'occasion pour le président de s'exprimer sur une affaire qu'il dit suivre personnellement. Pierre Pinto. Dans son communiqué, le Conseil national de sécurité confirme que des officiels ivoiriens, en l'occurrence le chargé d'affaires à Bamako et l'attaché militaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire, ont pu rencontrer les 49 soldats détenus depuis le 10 juillet et qui, je cite, ont le moral au beau fixe. Le Conseil national de sécurité déplore toutefois, poursuit le texte, que les autorités de transition du Mali continuent de détenir ces soldats de façon arbitraire, en dépit de toutes les explications et preuves fournies par les autorités ivoiriennes pour attester le caractère légal et régulier de leur mission. Fin de citation. Ici, c'est un journaliste de RFI qui est en train de parler. Dans ce que le journaliste est en train de nous dire, il nous parle d'une réunion d'un conseil national de sécurité. Mais ce conseil de sécurité s'est réuni quand? Vous avez bien entendu, on dit que les militaires ont été injustement arrêtés le 10 juillet. Mais le conseil national de sécurité s'est réuni le 12 juillet. Et qu'est-ce que le monsieur nous dit? Il dit que le gouvernement, pour ceux qui se souviennent encore, a fait une déclaration où ils ont dit reconnaître les soldats, où ils ont demandé que les soldats soient libérés sans condition et sans délai. Et ils ont demandé, avec preuve à l'appui, ils ont tout prouvé. Ça s'est passé le 12 juillet 2022. En plus de cela, le chef de l'État saluera tous les efforts de médiation et toutes les activités qui seront entreprises, vous allez le voir. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement, en reconnaissant ces soldats qu'on avait accusés de mercenaires, le gouvernement a levé un équivoque? Parce que ce que les gens oublient, il y a une charte qui définit ce que c'est qu'un mercenaire. Et le gouvernement ivoirien, dès le 12 juillet 2022, en reconnaissant que ce sont ces soldats, en produisant les preuves et en disant qu'ils étaient dans le cadre d'une mission internationale, le gouvernement venait de lever l'équivoque que ce n'était pas des soldats inconnus. Un mercenaire, c'est quoi? Un mercenaire, c'est une personne. Tout être humain a une nationalité. Si moi, éclaireur pro-vérité, un Ivoirien, je me lève pour aller me battre en Ukraine ou en Russie, automatiquement, je suis un mercenaire. Parce que je ne m'inscris dans aucun champ légal. Or, quand le gouvernement de la Côte d'Ivoire reconnaît ses soldats, l'équivoque des mercenaires est levé. Mais en plus de cela, qu'est-ce que le gouvernement fait? Ils produisent les preuves. Ils produisent l'ordre de mission que vous avez vu. Ils produisent aussi une déclaration pour dire qu'il faut que ces soldats-là soient libérés sans délai. Ce terme-là veut dire quoi en français? Si chacun des élèves ici, je dis produisez-moi quelque chose sans délai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que j'ai la force de la loi et les capacités à ma possession pour vous soumettre à ma volonté. C'est ce que ça veut dire. C'est un ordre. C'est un ordre qui a été donné. Libérez-les sans condition et sans délai. C'est un ordre. Est-ce que quelqu'un qui est faible, est-ce que quelqu'un qui est dans le mensonge peut donner un ordre? C'est parce qu'Alassane Ouattara savait qu'il a des leviers sur qui compter.
Il savait qu'il avait le droit de son côté, qu'il a parlé ainsi. Mais quels étaient les avantages qu'Alassane Ouattara avait? Suivez très bien la suite de ce reportage et vous comprendrez très bien. Parce que vous allez voir, après cette déclaration, le président Alassane Ouattara et les dirigeants ivoiriens ne vont plus jamais chercher à dire quoi que ce soit au gouvernement du Mali. Parce qu'ils sont dans une posture de légalité. Et donc, on ne peut pas négocier avec des gens qui sont dans l'illégalité. Et donc, le président Ouattara se met au-dessus. Il dit, puisque mon problème, nos soldats étaient là, dans le cadre d'une mission internationale, et c'était la 7e fois dans la rotation, il n'y a jamais eu de problème. Alors l'ONU, vous serez tenu de donner une position. ONU, vous serez tenu de dire si mes soldats là étaient dans l'illégalité ou pas. Et c'est pourquoi vous allez voir si ces soldats étaient dans l'illégalité ou pas. Suivez la suite des autres actions. Alassane Ouattara remercie son homologue togolais, Faure Gnassingbé, pour sa médiation et ses initiatives. Donc, Faure Gnassingbé va se lever pour aller défendre des mercenaires. Et demain, l'histoire retiendra que Faure Gnassingbé s'est impliqué dans du faux pour défendre Alassane Ouattara qu'il aime bien. On retient ça. En vue, je cite, d'une résolution diplomatique de ce malentendu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Pour l'instant, les discussions semblent bloquées. Bamako. Et donc, vous avez entendu le mot malentendu. Malentendu, ça veut dire quoi? Malentendu, ça veut dire incompréhension. Malentendu, ça veut dire il y a quelque chose entre toi et moi, mais c'est parce qu'on ne s'est pas bien compris dans les détails. Mais d'où est-ce que ce malentendu est venu? Ce malentendu est venu du fait que pendant très longtemps, quand la MINUSMA, la force de stabilisation au Mali arrive, la force de l'ONU, elle a choisi certains pays avec qui elle travaillait, dont la Côte d'Ivoire en fait partie. Et donc le contingent ivoirien, au départ, il n'y avait pas de règles fixes. Chaque pays pouvait faire la rotation de ses mouvements comme il le voulait. Ça veut dire, s'il y a les soldats qui ont fait 6 mois là, si on doit les remplacer là, on n'ajoute pas les 100 soldats qui étaient là, si on doit les enlever après 6 mois de mission là, on prend 100 nouveaux ici en Côte d'Ivoire et puis on les fait partir au Mali et puis on fait venir les 100 anciens là. C'est ce qu'on appelle une rotation. Ça s'est passé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Maintenant, 8e fois là, c'est là les Maliens disent qu'ils ne sont pas d'accord et ils ont arrêté les soldats ivoiriens. Mais est-ce que c'est la faute à la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est la faute à qui? Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont eu le même problème avec les Danois. Ils ont eu le même problème avec les Allemands. Et je pense bien aussi avec l'Égypte. Mais pourquoi ce sont les soldats ivoiriens qu'ils vont arrêter? Et pourquoi c'est un malentendu? Parce que, simplement, si l'ONU et le gouvernement du Mali avaient au préalable clarifié comment les missions de rotation devraient se faire et le dire aux différentes équipes des pays qui participent à la force de stabilisation au Mali, cet incident ne serait jamais arrivé. C'est pourquoi le monsieur a parlé de malentendu. Et ça, c'est Faure Gnassingbé et Adema qui le dit. Lui, il comprend français plus que moi au moins. On continue. Chercherait à obtenir l'extradition d'anciens hauts responsables maliens qui se trouveraient sur le sol ivoirien, ce qu'Abidjan refuse. Par contre, malgré que ce malentendu que je viens de vous expliquer, qui n'est ni de la faute des Ivoiriens, mais qui est une faute de l'ONU, et que l'ONU même a reconnu, les putschistes au Mali disent, nous on s'en fout. Le fils d'Ibeka, avec les opposants qui sont en Côte d'Ivoire là, remettez-les nous. Mais le président Alassane Ouattara dit, je ne remets personne. Je ne peux pas remettre quelqu'un. Des putschistes, des gens illégaux. S'il tue cette personne-là, toi, lui Alassane devient qui? Toi, tu remets quelqu'un à un putschiste, à un anarchiste, à quelqu'un qui est venu au pouvoir par infraction. Si on tue la personne, tu deviens quoi? On a vu ici comment Ibeka est mort. Et avant Ibeka, on a vu certains opposants être privés de soins jusqu'à ce qu'ils crèvent. Si toi, tu remets un être humain à des personnes comme ça et que la personne meurt, est-ce que tu te sens dans un état de conscience positif? La raison pour laquelle Alassane Ouattara refuse. Par contre, je prends le risque de dire, si ces personnes ont commis des actes qui sont mauvais et que le Mali demande, en collaboration avec une juridiction internationale, à poursuivre ces personnes-là, la Côte d'Ivoire n'aura jamais de problème.
Mais c'est que directement comme ça, prendre quelqu'un, un être vivant, le jeter dans la gueule du loup, c'est ce qu'Alassane Ouattara ne peut pas faire. Et qui aimerait, mettez-vous à la place, qui n'aimerait pas vivre? Et donc, au-delà de ce facteur-là, on comprend donc que la volonté de la junte au Mali, le fait qu'ils ont arrêté fondamentalement nos 49 militaires, ce n'était pas une question de rotation, ce n'était pas une question de problème avec l'ONU, mais c'était plutôt dans une volonté de vouloir imposer un marchandage malsain à la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est la méthode des terroristes. Qui ne se souvient pas? Lorsque les terroristes ont besoin de quelque chose, ils prennent des gens en otage et ils font une négociation. Et c'est exactement la même méthode des terroristes qu'Assimi Goïta met en place. Et ça, c'est très dangereux. Et ça place la Côte d'Ivoire dans un précédent. Si nous cédons à cette situation-là, non seulement la Côte d'Ivoire devient un État faible, mais un État qui collabore avec les terroristes, un État qui est aujourd'hui un État voyou, parce que se pliant à la volonté des dirigeants voyous, ça devient problématique. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas faire. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara ne peut pas faire. Et donc, on continue. Lors de ce CNS, le président ivoirien a aussi remercié le président en exercice de la CEDEAO, le vice. Ah, après le président du Togo, Alassane Ouattara remercie Oumar Embalo. Donc le président de la CEDEAO sait qu'il y a des mercenaires là-bas. Lui s'ajoute à Alassane Ouattara pour chercher à négocier dans un cas de choses. Donc ça ne veut plus dire que c'est la Côte d'Ivoire seule. Donc c'est toute la CEDEAO qui soutient maintenant les mercenaires. Parce que quand Oumar Embalo s'implique, il ne s'implique pas en tant que Oumar Embalo, il s'implique en tant que le président de la CEDEAO. C'est pourquoi Alassane lui dit merci. Donc eux tous, la CEDEAO là, je crois que c'est 15 pays. Donc à part le Mali, la définition du mot mercenaire là, c'est les Maliens qui connaissent la définition du mot mercenaire plus que tout le monde. Mais qu'à cela ne tienne, tous les pays de la CEDEAO se mettent ensemble pour négocier pour que des mercenaires, soi-disant, soient libérés. C'est la première fois dans l'histoire du monde. On continue. Au Guinéen Oumarou Sissoko Embalo, ainsi que Macky Sall, qui préside l'Union africaine, et la vice-secrétaire générale de l'ONU. Attention, on dit en plus du président de la CEDEAO, il y a le président de l'Union africaine aussi, qui a entrepris les mêmes démarches. Mon Dieu, depuis quand on a vu le monde entier s'inquiéter pour le sort de mercenaires, même Bob Denard n'a pas eu cette chance. Et comment? À partir du moment où le président sénégalais s'implique, c'est l'ensemble des présidents. Ce qui fait encore agrandir le champ d'action, ça veut dire que sur les 54 pays d'Afrique, le Mali seul est ce seul pays qui a une définition différente du mot mercenaire. C'est quelque chose de bizarre pour un pays d'analphabètes où on compte plus de 66% d'analphabètes. C'est quand même assez étrange qu'eux puissent connaître le mot et connaître aujourd'hui comment le monde fonctionne plus que tous les autres pays. Mais on ne se limite pas à ça. On nous dit qu'il y a une représentante encore de l'ONU qui a été engagée. Et ce que je dis là, si c'est faux, s'il vous plaît, faites à cause de Dieu, ressortez pour venir dire là, tu as menti. Tout le monde sait, mais les gens n'arrivent pas à faire les liens pour bien comprendre ce qui se passe. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui. Donc, en plus de tout ce que je viens de citer, il y a encore une représentante de l'ONU qui s'ajoute. Et donc l'ONU là, c'est l'ensemble de tous les pays qui sont dans l'ONU, plus de 180 pays. Donc les Maliens connaissent mieux le sens du mot mercenaire que les États-Unis, que la France, que tous les grands pays, que tous les pays africains. Donc le Mali est devenu un pays exceptionnel qui peut même enseigner le français aux Français, qui peut même enseigner le droit à ceux qui ont créé le droit. Chose bizarre pour un dirigeant comme Assimi qui ne peut même pas et qui n'a même pas les capacités de tenir 2 phrases correctes en français. Et donc nous continuons. Amina Mohamed pour leur solidarité. Et la femme que l'ONU a envoyée là, elle s'appelle Amina Mohamed. Donc l'ONU va supporter des brigands, des mercenaires. Le monde entier va soutenir des mercenaires. Mes chers parents, ce qui est intéressant, que Assimi ne sait pas, c'est qu'en posant cette situation-là, et en mettant tout le monde en situation, tout ce que je vous ai cité là, aujourd'hui se sont rendus compte de la forfaiture d'Assimi. Et ça ne fait que rétrécir le champ de possibilités à Assimi. Parce que demain, dans les négociations, tout le monde t'a demandé,
pardon. On sait que tu n'as pas raison, mais tout le monde t'a demandé pardon. Mais tu joues le dur parce que toi, tu veux forcément utiliser les moyens que tu as appris chez les terroristes du MNLA pour dire quand on capture quelqu'un, il faut qu'on ait quelque chose en retour. Mais le monde entier te regarde. Leur implication. Mercredi, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a rencontré de son côté les familles des 49 militaires, comme pour montrer que le pays fait bloc. Donc, à partir du 13 juillet, écoutez très bien, les dates sont importantes. À partir du 13 juillet, la déclaration du CNS a été faite le 12. Parce que le jour qu'on a arrêté nos militaires, c'était un samedi. Et le mardi 12, le CNS a fait sa déclaration. Et le 13, Téné Birahima a fait partir le conseiller militaire avec des officiers ivoiriens pour rencontrer les 49 soldats. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement n'a rien fait? Est-ce qu'on peut dire que les déclarations du CNS sont fortuites? Est-ce qu'on peut dire que tous ceux qui ont été mobilisés, tout le monde entier, Amina Mohamed, l'ONU, l'UIA, la CEDEAO, et sans compter d'autres initiatives extérieures, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement de la Côte d'Ivoire n'a rien fait? Et en plus de tout ça, le 13 juillet 2022, ils vont rencontrer les 49 soldats pour prendre de leurs nouvelles, mais aussi rencontrer les familles des 49. Et durant cette première rencontre-là, il a été remis la somme de 300 000 francs à chacune des familles. Le gouvernement n'en parle pas, mais c'est important qu'on le dise. Et donc j'aimerais savoir, chers tous, est-ce que le gouvernement a entrepris des actions ou n'a pas entrepris d'actions après ce que je suis en train de vous montrer? On continue. Hier, Pierre Pinto, Abidjan, RFI. Et donc tout le monde a entendu ça. Vous avez tous entendu tout ce que le gouvernement a fait. On continue. Déclaration du collectif des avocats de Dame du chéri Edith Balé. Et donc ça c'est le collectif des avocats de Pulchéri Balé. Ils se sont réunis hier, 31 août 2022, pour donner leur position et dire ce que eux ressentiraient. Ils ressentent. Ressentiraient. Voilà, c'est ce que je voulais. Et donc on peut continuer. Notre cliente est incarcérée à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan depuis le 22 août 2022 pour les motifs surprenants et contestables d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à porter atteinte à l'image de marque de la Côte d'Ivoire au plan diplomatique. Diffusion de fausses informations, atteinte à l'ordre public. Les caractères surprenants et incompréhensibles de ces chefs d'inculpation découlent nettement des faits de la cause qui peuvent être résumés comme suit. Ils disent, avant de démontrer leurs preuves, ils disent que Pulchéri a été arrêté depuis le 22 août 2022. On va parler en français simple. Quand elle a été arrêtée là, le collectif qui s'est réuni hier 31 août 2022 là, ils disent qu'elle a été arrêtée sur des motifs contestables. Ça veut dire que c'est des choses là, on peut dire que c'est faux. Les raisons pour lesquelles elle a été arrêtée là, ce sont des raisons qui ne tiennent pas. C'est pourquoi eux peuvent contester. Et ils ont cité les différentes raisons ici, les charges retenues contre elle. Et donc, on continue. Cette affaire-là, qui a commencé? C'est un autre cas. Et donc, Pulchéri Balé explique, et elle parle dans un français simple que tout le monde comprend. Mais souvenez-vous des efforts du gouvernement qui a été fait et écoutez les propos de Pulchéri Balé. On va commencer. Donc, a priori, là, c'est nous qui avons tort. Je dis bien a priori. Pulchéri Balé dit que c'est les Ivoiriens, le gouvernement d'Alassane Ouattara qui a provoqué les Maliens. Première question qu'on souhaiterait poser, puisque les gens, même son collectif, dit que tout le monde sait ce que Pulchéri Balé fait. Il n'y a pas de problème, c'est pourquoi on l'écoute maintenant. Elle dit, c'est le gouvernement d'Alassane Ouattara qui a provoqué cette situation, ou bien qui a provoqué les Maliens. Il faut que Pulchéri Balé nous explique comment le gouvernement d'Alassane, ou bien le nous, c'est-à-dire les Ivoiriens que nous sommes, comment on a provoqué les Maliens. Elle doit s'expliquer. Ça, c'est un premier cas. Mais pour
pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les dispositions qu'il faut pour régler ce problème à l'amiable et puis on menace les Maliens? Elle dit, ce que le gouvernement est en train de faire là, pourquoi on n'accepte pas de négocier de gré à gré avec les djihadistes? Je vous ai déjà dit les conséquences. Elle dit, il faut que le gouvernement accepte de faire du copinage avec les djihadistes qui sont au pouvoir au Mali. Et puis maintenant, accepter les conditions des djihadistes. Et puis maintenant, on va libérer les 49. Tu me provoques et puis tu me menaces. Ça veut dire quoi? Maintenant, si l'État de Côte d'Ivoire a d'autres intérêts que nous ignorons pour encourager qu'il y ait l'escalade. Elle dit, si l'État de Côte d'Ivoire ne veut pas accepter ce que les Maliens ont dit là, c'est que le gouvernement de la Côte d'Ivoire cache quelque chose. Ils veulent faire la guerre avec le Mali. Mais elle va produire la preuve que le gouvernement est dans un plan de vouloir faire la guerre au Mali. Tu vas prouver ça aussi. Tu vas prouver ça. Parce que ce que tu dis, tu en es responsable. Et ce sont les propos que tu as tenus après que tu sois revenu du Mali. Mais tu allais quand au Mali? Tu allais au Mali le 27 juillet. Et tu es revenu le 3. Tu as été brièvement arrêté et tu as été libéré le 4 août. Et c'est après le 4 août que tu as tenu ces propos. Et donc ça veut dire clairement que tu t'es entendu. Puisque tu dis que c'est le gouvernement qui a tort, tu dis que c'est les Ivoiriens qui n'ont pas raison, qui ont provoqué et qui sont en train de parler mal. Ça veut dire que tu as clairement pris position et tu rejettes les propositions et les efforts faits par le gouvernement. Et toi, tu viens plutôt faire la promotion de l'illégalité et de l'entente que tu as eu à faire avec les forces soroïstes et avec les partisans du gouvernement illégal du Mali pour venir maintenant l'imposer aux Ivoiriens. Ça, c'est un acte de trahison contre l'État de Côte d'Ivoire, mais en même temps aussi, c'est un acte subversif pour essayer de désinformer la population. Parce que quelles sont les preuves que tu as entamées pour savoir que c'est le Mali qui a raison et que c'est la Côte d'Ivoire qui n'a pas raison? Tu vas montrer ça aussi à la justice. On continue. Qu'on nous le dise. Mais il ne faut pas qu'on instrumentalise l'opinion pour faire comme si c'était les Maliens qui avaient tort. Les 49 militaires, là, si c'était le Mali qui nous avait envoyé les 49 militaires dans les mêmes circonstances, mais on n'allait même pas attendre un mois avant de les condamner. Donc, comme tu l'as dit, et comme tu le dis que, comme si les Maliens avaient tort, ce qui supposerait donc que les Maliens n'ont pas tort et que c'est les Ivoiriens qui ont tort. Mais puis, chéri Balé, puisque tu en sais beaucoup, pour que les opinions ne soient plus manipulées, tu vas devoir t'expliquer avec preuve à l'appui pour montrer réellement la véracité de ce que tu dis. Autrement, si les choses s'avéraient contre toi, c'est plutôt toi qui manipules les opinions. Et parce que c'était ça ta mission quand tu es revenu. Sinon, pour quelqu'un qui est sérieux et correct, quand tu es revenu, si tu as pris le temps d'écouter les Maliens, si tu veux être sincère, tu devrais prendre rendez-vous avec les autorités ivoiriennes, les écouter et dire voilà, j'ai écouté les Ivoiriens, j'ai écouté les Maliens, voilà la synthèse que j'en fais. Mais non, toi tu trouves déjà que c'est les Maliens qui ont raison. Et donc, c'est pourquoi la justice te dit, tu vas aller répondre. Et ça, comme tes avocats l'ont dit, tu as la maca. S'il y a un garçon parmi eux là, Abidjan n'est pas grand. Ils n'ont qu'à la libérer. Libérer, on ne la libère pas. Et il n'y a pas de garçon qui peut la libérer, ça c'est un. Mais de deux là, si vous-même là, vous en avez un peu de couilles, allez la libérer, allez la libérer. Et donc là, ce que vous dites là, on ne la libère pas. Et puis ça ne chauffe pas. On les a pris le 10, c'est le 12 août, on les a condamnés. Parce que le Mali attendait qu'il y ait des négociations, qu'il y ait un arrangement. Si c'était chez nous... Ah, comment le Mali qui a raison attend de rentrer en négociation avec la Côte d'Ivoire? Quand tu as raison, là, tu ne négocies pas. Quand tu as raison, c'est ce que j'avais dit. Alassane Ouattara sait qu'il a raison, c'est pourquoi il a dit de libérer ses militaires. Par contre, celui qui n'a pas raison, c'est celui qui veut négocier en arrière-plan.
Mais si moi j'ai fait quelque chose, je ne me reproche rien. Mais pourquoi je vais me cacher? Pourquoi Alassane qui n'a pas raison, pourquoi il dit à l'ONU, c'est à cause de vous que j'ai amené mes soldats, je ne négocie pas avec Assimi, allez négocier là-bas. On voit Amina Mohamed, on voit le président de l'UA, on voit le président de la CEDEAO, on voit le président du Togo. Quelqu'un qui n'a pas raison, c'est cette personne-là qui prend le monde à témoin. Mais toi qui as raison, toi tu n'as pas de témoin. Toi et puis tes Maliens qui avaient raison là, vous n'avez pas de témoin. Chose bizarre pour quelqu'un qui dit qu'il a raison. Alassane Ouattara ne négociera jamais avec des gens au rabais. Alassane Ouattara ne négociera jamais avec des terroristes. Alassane Ouattara ne discutera jamais avec un gouvernement illégal. C'est ça qui fait mal aux putschistes de Bamako. Parce que Alassane Ouattara ne vous donnera jamais cette importance que vous recherchez. Malheureusement, il faut des traîtres, il faut des galeuses comme toi pour venir faire ce sale jeu. Et tu répondras devant les juridictions. Là, même en 2-3 jours, on les avait déjà condamnés. On les aurait traités de djihadistes. Et là, elle s'amène à un jeu dangereux pour insulter déjà la justice ivoirienne, qui certes aussi n'est pas compétente, mais elle dit, si c'était en Côte d'Ivoire, on les aurait jugés en 2-3 jours et on les aurait condamnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice en Côte d'Ivoire est une justice sans repère. On juge dans le vide, on fait n'importe quoi. Tu vas aussi dire à cette justice-là, tu auras l'occasion de lui dire en face qu'elle est une justice expéditive. Et elle va te démontrer qu'elle ne l'est pas ou qu'elle l'est. C'est pourquoi tu as été arrêté. 49 Ivoiriens qui sont au Mali, au nom de leur vie, au nom de leur famille, au nom de leurs intérêts, là, on doit faire ce qu'on peut pour qu'ils soient libérés. Ce qu'elle est en train de faire, on appelle ça de la manipulation des sentiments. Après tout ce qu'elle vient de dire, elle joue sur les sentiments comme si elle avait un peu d'humanité, au nom des 49 soldats, au nom de leur famille, au nom des difficultés. Toi là, tu as un sentiment. Toi, plus chérie galeuse là, tu as un sentiment. Si tu avais un sentiment humain là, tu n'allais pas te comporter comme une vulgaire individu, en train de défendre le faux, le mensonge, aller rencontrer des djihadistes et venir relayer leur message. Tu as la honte. Tu as la honte de l'humanité, si j'ai pu m'exprimer de cette façon-là. Mais ta manipulation ne passera pas. Et c'est le même message que tu as voulu tenir devant les familles quand tu as voulu les rencontrer à Trois-Rouges pour les manipuler en leur disant que le gouvernement a échoué. Mais comme tu dis que le gouvernement a échoué, tu pensais que tes vidéos là, tu as tout effacé, non? Sache que tout ce que tu faisais là, on enregistrait tout. Moi qui suis simple civil là, si on a enregistré tes propos là, c'est pourquoi je les ai mis. Tu as effacé ça sur ton site, non? Mais pourquoi on les a? Ça veut dire qu'on a ça contre toi. Mais ce que je vais te dire, Pulchéri Balé, c'est que toi et puis tes avocats, vous ne savez pas là. Ce que moi je suis en train de montrer, c'est ce que je sais. Mais c'est que le procureur et nos juridictions compétentes ont contre toi, à travers tes téléphones, à travers tes agissements et à travers beaucoup d'autres sources de preuves. Quand on va les mettre à la face du monde là, si tu t'en sors avec moins de 20 ans, c'est qu'il faut t'estimer chanceuse. Et la voie, pour qu'ils soient libérés là, on la connaît. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas emprunter cette voie. Effectivement. Comme toi tu connais cette voie là, après tout ce que le président Ouattara a fait là, si ce n'est pas suffisant, tu vas montrer ça aux Ivoiriens. Tu vas montrer ça au tribunal à Alassane Ouattara. Et puis maintenant, tout le monde va entendre. Et puis on va dire vraiment, elle avait raison, c'est Alassane Ouattara qui est mauvais. C'est pourquoi tu as été arrêté. Tu vas montrer la voie. Tu sais qu'Alassane connaît la voie, mais il refuse. Il fait souffrir les militaires ivoiriens, il fait souffrir leur famille, non? Tu vas aller montrer cette voie-là devant tout le monde. Parce que tu en sais beaucoup. Tu vas aller montrer cette voie-là. Et on est dans la violence verbale. On autorise des manifestations qui agressent les Maliens. Et là, elle dépeint les Ivoiriens comme un peuple violent qui a attaqué les Maliens. Pulchéri Balé, donne-moi le nom d'un seul Malien qui a été insulté dans les rues d'Abidjan depuis le 10 juillet 2022 jusqu'au 1er septembre 2021 aujourd'hui. Pulchéri Balé, donne-moi le nom d'un seul Malien qui a été blessé dans les rues de Côte d'Ivoire. Donne-moi le nom d'un seul Malien qui a été empêché de faire ses activités dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Manipulation de bas étage,
Il faut être une femme indigne, une galeuse mentale comme toi pour venir mentir si bas. Tu sais, plus chérie, il est encore plus intéressant pour un homme d'être un voleur et d'être un menteur. Mais une femme qui est une menteuse démontre qu'elle est une prostituée. De bas étage en plus. Et c'est ce que tu es et c'est ce que tu prouves. Parce qu'il faut être prostituée physique et prostituée morale pour aller jusqu'aux extrémités de tes turpitudes, jusqu'à vendre son pays et à te vendre toi-même à l'extérieur pour satisfaire des désirs malsains. Ça, c'est pas la solution. Sur les éléments de preuve invoqués par le procureur de la... Et donc, on va écouter maintenant les avocats les plus incompétents du monde. Un qui aurait été loué par Sorogium, un autre par Seplou Babo et un autre, méditons, par Roger Banchi. Parce que c'est sa filleule qui est cette dame-là, la plus chérie, la galeuse. Et donc, des individus qui se disent avocats, mais des individus au rabais, qui en voulant contester les faits, oublient que le peu de preuves que moi je vous montre en ce moment, le gouvernement doit en avoir des tonnes. Et donc vous allez voir que quelques propos qu'ils ont tenus, on va les casser avec les actes de plus chérie la galeuse que vous allez entendre. à le public. Des indices graves et concordants existent-ils pour confondre notre cliente? En l'espèce, aucun indice ne fait référence à cette entente. Alors que les activités de la présidente de l'ACI sont connues de nos autorités. Il dit qu'il n'y a aucune activité qui prouve que les accusations que le procureur a dit là, qu'il n'y a rien qui soit vérifié. Comme lui il a dit ça, on va lui faire écouter ça pour voir si ses propos ne sont pas dangereux ou pas. 49 militaires, là, c'est pas nous qui les avons envoyés là-bas. Ceux qui les ont envoyés là, ils se connaissent. Et nous tous, on a vu dans la presse tout ce qui s'est dit sur cette histoire. Moi, je suis partie au Mali, je sais ce que j'ai entendu. Je suis venue, on dit, il ne faut pas que j'aie parlé de ça. Je demande pourquoi je ne dois pas parler de ça, on ne m'a pas encore donné de réponse. Toujours est-il que... Donc, plus chéri Balé, celui à qui tu as demandé là, il faut donner son nom le jour que tu vas passer devant le juge. Et puis tu dis que c'est à cause de lui que tu n'as pas eu les informations. Mais toi-même, tu sais que tu mens. Tu sais que tu n'as demandé à personne. Dans l'actualité, nous voyons qu'il y a des gens qui s'en prennent aux Maliens. Cette affaire-là, qui a commencé? C'est nous qui avons commencé. Donc, a priori, là, c'est nous qui avons tort. Je dis bien a priori. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les dispositions qu'il faut pour régler ce problème à l'amiable et puis on menace les Maliens? Tu me provoques et puis tu me menaces. Ça veut dire quoi? Il y a 49 Ivoiriens qui sont au Mali. Au nom de leur vie, au nom de leur famille, au nom de leurs intérêts, là, on doit faire ce qu'on peut pour qu'ils soient libérés. Et la voie pour qu'ils soient libérés, là, on la connaît. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne veut pas emprunter cette voie. Et on est dans la violence verbale, on autorise des manifestations qui agressent les Maliens. Ça, ce n'est pas la solution. Maintenant, si l'État de Côte d'Ivoire a d'autres intérêts que nous ignorons pour encourager qu'il y ait l'escalade, qu'on nous le dise. Mais il ne faut pas qu'on instrumentalise l'opinion pour faire comme si c'était les Maliens qui avaient tort. Les 49 militaires, là, si c'était le Mali qui nous avait envoyé les 49 militaires dans les mêmes circonstances, mais on n'allait même pas attendre un mois avant de les condamner. On les a pris le 10, c'est le 12 août on les a condamnés. Parce que le Mali attendait qu'il y ait des négociations, qu'il y ait un arrangement. Si c'était chez nous ici, là, même en 2-3 jours, on les avait déjà condamnés. On les aurait traités de djihadistes. Suffirait-il d'aller au Mali et y revenir pour que cela constitue une entente avec une puissance étrangère ou avec les agents d'une puissance étrangère? Nous le croyons, nous ne le croyons pas. À moins qu'il ne soit présenté un texte qui interdise tout déplacement des Ivoiriens au Mali. Et donc, deuxième question qu'il posait, est-ce que c'est interdit d'aller au Mali? Est-ce que c'est à cause du fait qu'elle est partie au Mali qu'on l'accuse d'avoir rencontré des forces terroristes et des forces anarchistes? Et donc, eux vont dire que non.
Il n'y a aucun texte qui prouve que quelqu'un ne peut pas se déplacer pour aller au Mali. Mais Pulchéry va nous expliquer pourquoi il était allé au Mali et qui elle a rencontré là-bas. Quand on sait que le GPS, quand on sait que toute personne qui se dit représentant de Soroguem aujourd'hui ont une volonté de vouloir faire un coup d'État et détruire le pays, c'est effectivement ces personnes qu'elle a été rencontrée au Mali. Et c'est là que ça pose problème. Mais on écoute ce qu'elle-même dit, la qualité de certaines personnes qu'elle a pu rencontrer. Écoutons ici. Moi, c'est Sidi El Mokhtar Kounta, président de la coordination des mouvements soroïstes du Mali. Et d'autre part, je suis leader d'un mouvement patriotique malien qu'on appelle IPM. Voilà. Bon. La coordination des mouvements soroïstes du Mali est un ensemble de mouvements que nous avons pu fédérer sur place ici pour vraiment piloter, c'est-à-dire passer les messages du président Guillaume Soro. En fait, ce qui ne veut pas dire, c'est celui-là qui aide Soroguem en ce moment à mettre toutes les forces qui peuvent faire du mal à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il parle de piloter. Mais en réalité, le mot juste qu'il veut utiliser, comment mener les actions pour pouvoir faire un coup d'État ou bien une guerre en Côte d'Ivoire, c'est le mot juste. Et c'est cette personne-là qu'elle allait rencontrer. Au niveau de la communauté ivoirienne résidente au Mali. Une semaine avant la tenue de la ville morte du 19 juillet, une personne de la société civile du Mali, notamment le président de Unis pour Mali, qui est un mouvement patriotique, m'a contacté à travers un ami et m'a invité. Vous avez entendu? Celui qui dit que c'est lui qui est le chef des mouvements de coordination pour piloter les actions néfastes contre la Côte d'Ivoire à travers le GPS. Un mouvement qui est interdit en Côte d'Ivoire. Toi, tu t'en vas rencontrer un mouvement qui a été dissous par les lois ivoiriennes. Tu t'en vas rencontrer leurs représentants. Est-ce que tu n'es pas en infraction vis-à-vis même des lois de la République? Et elle-même, Pulchéry, la galeuse, est en train de dire que c'est une semaine avant. Elle est en train d'expliquer. À venir me reposer au Mali. Qui m'a invité au Mali? J'ai dit, c'est un président d'un mouvement patriotique qui s'appelle Sidi El Mokhtar. Donc, vous aurez entendu. Et si je ne veux même pas tomber dans la vulgarité, à savoir même si elle n'a pas vendu son piment là-bas, parce qu'on la connaît. Mais vous avez entendu. Donc quand on te dit que tu t'es mis en association avec des forces du mal, une force qui est interdite en Côte d'Ivoire, le GPS, est une force du mal. Et le monsieur dit que lui, il est à la fois malien et en même temps, il aide les soroïstes. Donc c'est une entente avec des forces étrangères. Mais des forces aussi illégales si on part sur la base du GPS qui est dissoute. Donc tu travailles avec une force illégale dans la clandestinité. Et c'est le message de ceux-là que tu prends pour venir dire que ce sont les Maliens qui ont raison, c'est les Ivoiriens qui ont tort. Tu vas expliquer ça devant les juges. Mais tes avocats les plus incapables et les plus incompétents que tu as pu avoir, ils les ont mis dans un magasin de vente d'anacarde. Parce que si vous suivez la vidéo originale, les enfants parlent, il y a trop de bruit. Je sais que c'est un ancien, ou mais c'est un magasin où on fait stockage d'anacarde. Ils ont pris ça rapidement pour faire une vilaine conférence de presse. Et eux-mêmes ne savent même pas ce qu'ils disent. Et regardez de façon lamentable comment on va démonter ce dernier mensonge qu'ils ont dit. L'infraction de trouble à l'ordre public. Il est curieux de constater qu'aucun mot d'ordre invitant à la révolte, encore moins à participer à une manifestation quelconque, n'a été lancé par notre cliente à la population, rendant délétère le climat social. Il dit, avocat Gaoula, avocat Mouton l'a dit, que Pulchéry Balé n'a jamais donné un mot d'ordre pour que quelqu'un fasse des actions. Il dit, elle n'a jamais donné un quelconque mot d'ordre. Pourtant, voici ce que Pulchéry disait. Nous sommes aujourd'hui 1er septembre. Mais elle a tellement donné mot d'ordre que même jusqu'en octobre, elle va nous expliquer ce qu'elle allait faire. Tellement elle a donné mot d'ordre. Nous décrétons une journée d'île morte le 30 août prochain.
suivi d'une marche éclatée le 3 octobre 2022. Citoyens, citoyennes, notre responsabilité face à un pouvoir qui méprise notre volonté est collective. Faisons donc chacun notre part pour une Côte d'Ivoire meilleure. Je vous remercie. Donc, mesdames et messieurs, vous avez vu que ces avocats ne tiendront pas. On n'est même pas encore arrivé le 3 octobre. Vous dites qu'elle n'a jamais donné mot d'ordre. Elle a donné mot d'ordre du 30 août, qui devrait en réalité être un soulèvement militaire et un soulèvement civil contre le régime d'Abidjan. C'est ce qui était planifié. Mais tu as dit qu'elle n'a jamais donné quelconque mot d'ordre. Ce qu'elle a dit là, en français on appelle ça comment? Quelle que soit la nature, tu as dit qu'elle n'a jamais donné quelconque mot d'ordre. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Voilà, le 30 octobre là, elle-même elle a dit. Tu as entendu le 30 octobre 2020. Après ça, elle dit le 3 octobre 2022, ils vont faire des manifestations éclatées. Ça encore, c'est pas mot d'ordre. Il faut aller revoir tes textes si tu es vraiment un avocat. Et mesdames et messieurs, nous allons terminer à la dernière question de savoir est-ce que le poste de police peut convoquer une personne, un citoyen par appel téléphonique? Quand j'ai tapé ça sur Google, est-ce que la police en Côte d'Ivoire peut convoquer quelqu'un par appel téléphonique? C'est sur Google j'ai tapé. Voilà la réponse que j'ai eue. Vous pouvez être convoqué par courrier, envoyé ou remis en main propre ou par téléphone. Donc en d'autres termes, ça veut dire oui, on peut t'appeler au téléphone et puis maintenant c'est considéré que c'est une forme d'invitation, c'est une forme de convocation. Le lieu, la date et l'horaire de la convocation vous sont indiqués. De la même manière qu'on peut te convoquer par courrier, qu'on peut t'envoyer ou te remettre là, selon les besoins là. En tout cas, quel que soit le type, ou même si on fait ça au téléphone là, on va te dire là où il faut aller. Préfecture de police. On t'a donné la date 22, tu es parti, et puis on t'a dit l'heure aussi 16h, tu es parti. Moi, je ne suis même pas avocat, je ne suis même pas juge. Mais quand tu te renseignes un peu pour être un peu intelligent, pour quitter dans la haine là, tu comprends un peu le monde. Est-ce que quand la police t'a appelé là, ils t'ont pas dit de te rendre à un lieu fixe? Est-ce qu'ils t'ont pas donné la date? Est-ce qu'ils t'ont pas donné le lieu de la convocation? Est-ce que tout ne t'est pas indiqué? Sinon, comment tu t'es retrouvé là-bas? Et donc, il faut t'apprêter. Tu seras jugé et régulièrement condamné et lourdement condamné. Et ce que je ne dis pas, c'est que toi-même là, tu sais que tu es en liberté conditionnelle. Quand tu es sorti en prison là, après les événements de 2020, tu sais très bien que tu es en liberté conditionnelle. Et que tu es à la disposition complète de l'État de Côte d'Ivoire et de la justice. Tu le sais très bien. Mais malgré ça, tu as récidivé. Et donc, en réalité, la justice ou l'État de Côte d'Ivoire n'avait même pas besoin d'une convocation. Puisque tu es en liberté conditionnelle, on peut t'appeler ou te prendre à n'importe quel moment te soumettre à la justice. Ça aussi, il faut qu'on dise ça à tes avocats incompétents là. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, les autorités n'avaient même pas besoin de t'appeler. Ils n'avaient même pas besoin de faire ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils peuvent aller comme ça, te prendre et puis dire, hey, viens ici, on s'en va. Mais c'est parce qu'ils ont été courtois qu'ils t'ont appelé au téléphone. Et donc, si c'est ça qui t'inquiète là, tu es encore dans les liens de la justice et les décisions de justice pèsent sur toi. En plus de ça, tu as récidivé. Et c'est là que l'on attend maintenant nos autorités judiciaires et nos autorités politiques actuelles. Si cette dame n'en prend pas pour au moins 20 ans, voire même la perpétuité, c'est que vous êtes un gouvernement d'incapables. C'est du gouvernement de Alassane Ouattara je parle. Si cette dame n'en lave pas ses yeux à l'eau de piment, c'est que vous là, vous êtes un gouvernement d'incapables. Et vos militants doivent désespérer de vous. Chers militants RDR, RHDP, si on ne condamne pas cette date-là, c'est que le gouvernement a vraiment peur. Et le gouvernement se reproche tout. Et si vous ne la condamnez pas lourdement, pour décourager toutes les personnes qui veulent détruire la Côte d'Ivoire, l'image des autorités et même de nos institutions, c'est que vous serez obligés de libérer toutes les prisons pour que tout le monde puisse faire ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Et donc nous, je dis bien nous, on attend fermement le gouvernement quant à la nature de la décision et de la condamnation que cette dame va avoir.
Si c'est en dessous de 10 ans, ferme, sans possibilité de passer à la Cour de cassation. Il faut que ce soit sans possibilité. Qu'on en ait 10 ans, 20 ans, 30 ans, perpétuité ferme. C'est ce que tu mérites. Et sinon, on n'a pas plus de 10 ans, voire 10 ans et plus, en tout cas le minimum là, c'est 10 ans. Si on n'a pas eu ça là, c'est que vraiment ce gouvernement, il y a tout à désespérer de ce gouvernement. Et donc, nous, on ne parle plus. Je me suis abstenu de dire beaucoup de choses que je sais. Parce que l'affaire étant en cours, je ne vais pas prendre le risque de faire du buzz. Mais moi, il y a beaucoup de choses que je sais. On est en observation et on vous regarde.